Je suis Thiago Rodrigues pour vous, mais en fait, je suis Tiago Rodrigues. C'est comme ça qu'on dit mon nom au Portugal. J'accepte de Tiago Rodrigues avec beaucoup de plaisir, mais qui je suis, c'est Tiago Rodrigues. J'écris pour théâtre, je joue, je mets en scène. J'ai aussi dirigé une compagnie en théâtre et maintenant en festival, le Festival d'Avignon. Eh bien, bonjour Thiago, Bonjour. et je vous laisse parler de l'objet qu'on vous a demandé de nous ramener, Ouais. de nous présenter. Alors, c'est quelque chose, c'est entre un jouet et voilà, un souvenir. En fait, c'est une machine à écrire. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Si, oui, Ouais. machine à Les écrire. vieilles machines à écrire avant les ordinateurs, mais en bois. Et j'étais à Vancouver, au Canada, et j'étais en tournée, je présentais By Heart, une pièce que j'ai créée en solo, et à l'époque j'écrivais une autre pièce. Je pense que c'était Bovary que j'ai créé. C'est la première pièce que j'ai créée après en France et à Paris au Théâtre La Bastille et qui s'est présentée aussi au Théâtre Garonne. Et à l'époque, j'étais un peu bloqué, ce qui est très inhabituel. Normalement, j'écris très vite et mais j'écris pendant les répétitions. Ça va long. Je vais aller plus vite. Non, 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 c'est intéressant. Et à l'époque, je devrais écrire, mais c'était une pause de répétition. Je faisais la tournée en solo, alors avec beaucoup de solitude de l'autre côté du monde, et j'avais ce problème-là. Et Norman Armour, le directeur de ce festival, me voyait un peu inquiet. Je l'ai expliqué, voilà, j'ai du mal à avancer, je dois écrire pendant la journée, j'ai du mal à avancer, etc. Il m'a dit, je vais t'amener à un lieu, ça va t'aider énormément. Et il m'a amené à une papeterie. Moi, j'adore tout ce qui est cahier, etc. Et il m'a offert ça. Et effectivement, j'ai plus jamais. C'est pas que la qualité de l'écriture est énorme, mais j'ai plus jamais eu comme ça en syndrome de page blanche d'être bloqué. Voilà. Et si ça commence à s'approcher, je mets ça à côté de mon ordinateur et normalement ça marche. Voilà. Alors c'est juste un. Et c'est toujours. Je voyage avec. D'accord, donc vous l'avez tout le temps avec vous. Ouais, parce que je sais pas jamais quand est-ce que je dois écrire vite fait quelque chose. Et voilà. Et normalement, quand j'arrive à l'hôtel, je le retire, je le mets sur la table d'hôtel si je vais travailler, etc. Mais je voyage avec. Normalement, c'est avec moi. D'accord, donc ça veut dire que vous avez toujours un petit peu peur d'être bloqué. On sait jamais. Ouais, je sais pas, j'aime bien. Non, je dirais pas peur, mais j'aime bien. Je suis pas superstitieux du tout. Alors, je crois pas qu'il y a un pouvoir magique. Le jour que je le perds, je vais pas pleurer. Mais voilà, j'aime bien ces petits objets qui racontent une histoire, qui me rappellent par exemple, c'est plutôt ça, c'est que il y a eu quelqu'un qui a pris le temps de s'inquiéter à propos de mes inquiétudes, de me dire je vais t'amener quelque part et de faire une blague autour de ça parce que clairement cette machine elle sert pas à écrire. Il faisait sa blague aussi et voilà, et je pense à Norman comme je pense voilà, et j'ai des objets qui m'étaient donnés par des gens et qui appartiennent à un moment, à une histoire, et celui-là je trouve encore très utile. C'est très fonctionnel alors que ça sert pas à écrire, mais pour moi très utile. Et justement, en parlant d'écriture, moi j'aimerais bien savoir dans quelles conditions vous écrivez, si vous avez des temps propices à l'écriture, et surtout dans quelle langue vous écrivez. Est-ce que vous écrivez en portugais, votre langue? J'écris en portugais, toujours. J'ai fait quelques petites expériences en écrivant dans d'autres langues, notamment l'anglais, qui est peut-être la langue dans laquelle je m'approche un peu plus d'une sorte de liberté. Mais avec le français, je l'ai essayé, je suis jamais content, ni du résultat, ni du moment, du processus.
Et après, avec le français, j'ai l'habitude de travailler avec un traducteur, Thomas Rezendes, avec lequel je collabore depuis 2016. Et c'est quelqu'un qui traduit presque en temps réel. Je l'envoie des textes, il le traduit le soir pour la répète de demain avec les acteurs. Donc vous écrivez toujours dans l'idée de répétition. C'est toujours dans un temps. Ouais, c'est ça. Déjà, j'ai écrit en portugais parce que j'ai besoin de pouvoir faire des erreurs exprès. En français ou en anglais ou en espagnol, qui sont les trois langues dans lesquelles je peux écrire quelque chose, les erreurs, ils seront involontaires. C'est des vraies erreurs. Oui, ce serait des maladresses. C'est pas des transgressions. Voilà. En portugais, je connais suffisamment les règles pour dire je m'en fiche des règles. Alors que en français, en anglais, en espagnol, je serais toujours un peu obsédé. Est-ce que je le fais correctement? Est-ce que c'est propre? Et ça, c'est pas pour moi le bon esprit dans lequel on doit écrire, pour la scène au moins, mais écrire de la fiction, de la littérature, c'est un autre esprit. C'est pas l'esprit d'être propre et correct. Et alors, j'écris en portugais. Et après, j'adore aussi le travail de traduction. Alors, je suis très impliqué avec mes collaborateurs, collaboratrices qui traduisent mes textes dans d'autres langues sur la traduction. Parfois, je le fais aussi avec les comédiens. Et c'est vrai que j'ai pas de discipline d'écriture. J'ai pas un moment de la journée ou une régularité. J'écris pendant les répétitions. J'écris pour les acteurs. Alors, c'est le rythme de répétition qui va un peu décider comment je vais écrire. Et si j'ai pas de répétition, rarement j'ai vraiment envie d'écrire ou besoin d'écrire. Je sais pas. Si je peux pas faire le spectacle, je pense que j'écrirai pas. Ah oui. Okay. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, ça veut dire que vous n'écrivez pas vraiment seul, en fait. Vous écrivez à plusieurs. Quelque part, il y a un peu cette idée-là. Ouais. Je le trouve très beau de dire j'écris à plusieurs, mais ça serait pas vrai. En fait, j'écris pour plusieurs, mais c'est un peu la façon dont j'écris du théâtre, c'est un peu comme un roman épistolaire. J'écris plein de fois, j'écris le matin pour la répète l'après-midi, ou alors le soir pour la répète de demain matin, et j'écris comme si j'adressais une lettre aux comédiens avec une certaine scène, une partie d'un texte. Et je trouve toujours que eux, ils écrivent leurs réponses, leurs lettres de réponse quand ils sont en train de répéter, d'essayer quelque chose. Après, moi, je vais réécrire la scène pour leur répondre à eux et rajouter quelque chose de nouveau, une nouvelle scène, etc. Et c'est un peu un roman épistolaire entre moi et les acteurs. Alors, il y a un vrai geste de solitude dans le sens que j'ai besoin de m'éloigner quelques heures pour écrire 2 pages, pour avoir une raison d'être ensemble de nouveau, qui me donne une raison de m'éloigner pour être seul pour écrire, et ça se joue un peu comme ça. Après, j'aime bien écrire où il y a du bruit, par exemple. J'écris beaucoup en café, dans des cafés. J'ai appris peu à peu à écrire dans des contextes plus silencieux, mais en fait, où je me sens à l'aise pour écrire, c'est ordinateur, café, plein de bruit, plein de monde. Je suis OK aussi pour écrire à la maison avec plein de gens qui font des choses ou dans des lieux ou au théâtre, au foyer avec des gens qui viennent, qui interrompent. J'ai pas besoin d'une espèce de... C'est un écrivain tout terrain. Ouais, ou peut-être c'est une forme de concentration, quoi. C'est être entouré, être dans un peu le chaos, c'est peut-être une façon de ne pas être trop seul, alors que il y a une espèce de solitude. Il y a un geste individuel vers les autres. C'est ça. Le geste de faire la pièce, il est collectif. Et après, il y a mon petit geste à moi pour les autres. Et ça, j'aime bien le préserver parce que je pense que quand j'étais le plus heureux à travailler, c'était comme ça que ça marchait. J'ai pas une méthode de travail très organisée. Les répétitions, elles sont très organisées, mais elles changent tout le temps. On a un calendrier de répétition pour pouvoir changer tout le temps et pour que les gens ne soient pas perdus, mais c'est un peu comme un plan.
c'est pas le voyage. On n'est pas obligé de faire la route qu'on a décidé, mais on connaît les routes alternatives, comment arriver là, si c'est bloqué, comment sauter, etc. On étude tout ça un peu, on fait un plan et après on fait le voyage. Et normalement, le voyage nous amène à d'autres destinations que ce qu'on avait imaginé au début. Raison pour laquelle, normalement, je peux avoir une idée de texte au début, mais rarement j'ai une idée de vraiment le spectacle. Je ne suis pas un artiste de théâtre qui ferme les yeux et qui voit son spectacle. Moi, si je ferme les yeux, normalement, je m'endors. D'accord. Et j'avais une question aussi sur, voilà, maintenant que vous êtes à la tête la direction du Festival d'Avignon. Oui, il ne faut pas exagérer. Oui. Soit à la tête, soit à la direction. Oui, à la tête, la direction, l'autre. c'est vraiment tout puissant. Vous êtes tout puissant peut-être. C'est trop. Et vous avez d'ailleurs beaucoup été interviewé à ce sujet. Vous réaffirmez beaucoup l'idée d'un théâtre populaire, d'une démocratisation de la culture. Vous parlez aussi souvent du fait que le théâtre est un art de résistance possible. Je partage cette idée-là d'ailleurs. Mais je me demande aussi si le théâtre ne résiste pas dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y aurait un endroit où il n'est pas si poreux que ça, où ça reste quand même une petite niche qui est assez fermée. Et là, je parle un peu de toutes les minorités qu'on a du mal à voir au plateau, qu'on a du mal à voir dans nos publics. Et je me demandais un peu ce que vous en pensiez. Je pense qu'on vient de loin au théâtre. D'un côté, si c'est dans la nature du théâtre même, par exemple, en Grèce, il y a 25 siècles, l'idée de discuter la ville, la police, la façon de vivre ensemble, en mélangeant la fiction et des références à la réalité, à l'histoire. Si le théâtre est dans sa nature ce lieu de pensée collectif, ludique aussi, de fait, mais de pensée partagée et imagination partagée, c'est vrai aussi qu'à l'époque, il y avait que les hommes blancs propriétaires qui venaient et faisaient du théâtre, les hommes libres. On vient de loin. La représentativité à Athènes n'était pas énorme. Et en même temps, si on pense à la tragédie la plus ancienne qu'on connaît, Échille, il raconte l'histoire des autres avec lesquels les Grecs se sont battus et qui ont perdu. Et il y a un vrai geste de essayer de voir le monde et de traverser le monde dans la peau de l'autre, à travers la sensibilité de l'autre. Alors il y a aussi, je pense, dans la nature du théâtre, pas seulement parce que les actrices et acteurs se déplacent de leur vie vers d'autres vies, mais il y a, au sens profond de ce collectif, de cette assemblée, l'envie de se déplacer vers les autres multiples. Mais on vient de loin dans le sens que la société vient de loin. Je pense qu'il y a énormément de travail à faire en 2023 vis-à-vis, par exemple, la parité, qui nous paraît à peu près une évidence théorique, mais n'est pas là encore. Je pense que la représentativité de groupes sous-représentés dans la société sur les scènes correspond à l'oppression, à la manque d'agence, ça se dit en français, de livre-arbitre, de capacité, de pouvoir en fait, pouvoir dans le sens de pouvoir interférer, influencer la vie collective. Cette manque de représentativité sur les scènes est juste une traduction de ce qui se passe dans la société. Je pense que le théâtre et les manifestations culturelles, et notamment le service public de théâtre, ou une idée large de service public de théâtre, a des grosses responsabilités à cet endroit-là. Et parce que la question avait origine dans cette condition de directeur du Festival d'Avignon, qui est la mienne actuelle, éphémère, mais à présent réelle. Je pense que c'est une des grandes préoccupations d'une idée de service public de théâtre, et je dis théâtre au sens large, art vivant, que nous essayons de pratiquer de mieux en mieux au Festival d'Avignon. Quand je vois, comme je lisais ce matin, en texte une lettre d'un jeune de Saint-Denis,
et qui est venu avec le TGP voir Welfare à la cour d'honneur. Et la lettre commence avec « Ici, c'est à nous, c'est chez nous ». Et comme quelque chose que ce jeune, alors qu'il était importuné par un autre spectateur plus âgé qui le disait de se taire pendant la pièce, parce qu'il chuchotait à propos de la pièce, et il me garantit qu'il chuchotait à propos de la pièce. Il voudrait pas déranger, il réagissait et il disait, tu vois, ça, je connais, je comprends ce qui est en train de se passer. Et il y a eu un spectateur plus âgé qui l'a dit, peut-être d'une façon un peu plus propriétaire du lieu, de se taire. Et lui, il a répondu, ici, c'est aussi chez moi, regardez la scène. Et là, waouh! Je suis très content de pouvoir avoir lu cette lettre ce matin avant cette interview parce qu'on a besoin de ces exemples qui ne suffisent pas. Je parle d'un exemple. Je ne peux pas dire que la cour d'honneur est déjà à nous dans le sens collectif. C'est aussi encore un symbole d'un entre-soi, c'est un symbole d'un luxe, c'est un symbole, mais c'est aussi un symbole d'une bataille depuis 1947 pour que ce ne soit pas en luxe. Mais c'est vrai qu'en début d'année 70, après 20 ans de direction du Festival d'Avignon, Jean Vilar était déçu à quel point ce projet de théâtre populaire était encore à venir, à quel point les ouvriers étaient un pourcentage très minoritaire dans le public qu'ils cherchaient. Et ça, après 20 ans, dans l'absolu, voilà, en guerrier du théâtre populaire. Un inventeur, mais aussi une personne avec une force d'action et de transformation de ses alentours énorme. Et lui, il était déçu après 20 ans de Festival d'Avignon. Et je pense que le festival préserve, même si vulnérable à d'autres tendances dans la société, il préserve cette ambition, cette idée utopique et l'envie de rendre palpable de temps en temps cette utopie, raison pour laquelle on a besoin de ces exemples, de ces lettres, on a besoin d'un public qui regarde Adama Diop sur scène et qui dit ça me change là, le fait que je peux regarder Adama, comme j'ai vu aussi une jeune dire à Adama à la fin d'un spectacle. On a besoin aussi que quand on présente un spectacle de Chiara Bersani, qui faisait partie d'un projet plus large, Paysage partagé, et qui est une artiste handicapée, on a besoin de comprendre que c'était la première fois que beaucoup de personnes en situation de handicap ont pu regarder et dire « Enfin, je vois quelque chose, pas seulement au Festival d'Avignon, je vois quelque chose sur scène qui raconte une partie de mon histoire. Enfin, j'ai une opportunité de m'identifier un tout petit peu. » Là, il y a, je pense, un énorme travail à faire et en même temps, un travail qui ne sera jamais complet si ce travail appelons-le d'accessibilité, c'est un travail de démocratie en fait. Ce travail d'accès à la possibilité de créer n'est pas fait avant qu'on essaie de le compléter du côté du gradin. Ce que je veux dire, c'est que on va jamais voir une vraie représentativité de notre société dans le public, alors que dans les écoles d'art, dans les choix de programmation, on n'a pas encore cette représentativité. Raison pour laquelle on est très intéressé à travailler les premières fois, les publics qui n'ont pas eu encore accès, par exemple, au Festival d'Avignon, ou qui ne pensent même pas d'y aller. Et cette année, on a rajouté 2800 personnes aux 15% de public que nous savons qui vient pour la première fois, mais aussi beaucoup de travail envers eux. Le programme que vous aviez mis en place, ça s'est fait un peu comme ça. Première fois. Ouais, on est très auto-explicatif. C'est très bien, c'est très clair. Surtout parce qu'il faut parler aux gens d'une façon claire pour que cette première fois les appartienne. C'est vraiment... et on fait ce travail-là, mais c'est vrai que ce travail, il ne sera que remplir une case si ces premières fois, en contactant avec la programmation du Festival d'Avignon, les spectacles qui sont proposés, ce qui est le cœur de notre activité, la création et la présentation de spectacles, ne rencontrent pas nécessairement des histoires qui sont exactement les siennes,
mais des histoires qui paraissent racontées pour nous. Voilà. Je n'ai pas besoin de me voir sur scène tout le temps, mais j'ai besoin d'avoir la sensation que c'est à moi que tu racontes l'histoire, à quelqu'un comme moi. Et justement, à ce niveau-là, parce que vous parliez de regard, moi je trouve qu'il y a aussi une notion de langage. C'est important aussi de se reconnaître dans le langage utilisé. Et je me demandais aussi à quel point notre langage devrait pas, peut-être, je sais pas, rester tout aussi riche, mais peut-être se gorger de plus de commun, plus de solidaire, plus d'empathie. Et ouais, voilà, je me demande à quel point on n'a pas une mission aussi au niveau de la langue. Ah oui, absolument. Je pense qu'une bonne partie du travail à faire dans une version d'aujourd'hui d'un travail de démocratisation, d'accès, pas seulement au spectacle, mais aussi à la création, passe par le langage, la façon dont on parle de ce qu'on fait, de ce qu'on veut faire, la façon dont on écoute et laisse d'autres langages pénétrer le langage des arts vivants, le jargon, qui est peut-être une porte fermée à beaucoup de citoyennes et citoyens de n'importe quel âge. Le jargon, le langage qui code, qui ferme. Là, je me rappelle toujours, vous avez en France un film génial là-dessus, ce qui est Le goût des autres, avec un acteur absolument incroyable. Et je pense toujours à ça. Le personnage de Bakri dans le film, 80% de ma famille rassemble plus à lui que à moi, quoi. Mais moi, je rassemble un peu, je pense des fois à lui. Je pense que cette histoire, elle se passe beaucoup dans les écoles. Elle se passe par un effet de transmission. Moi, j'ai toujours un peu peur de me laisser glisser pour une question parfois de légitimité dans ce jargon, dans ce, voilà, écoute, tu es le directeur du Festival d'Avignon, il y a une façon de parler quand même. Après, j'ai l'excuse de ne pas être français et ça me permet des choses. Je l'utilise comme une marge d'erreur, mais aussi de liberté. Moi, quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a vu à l'école, au lycée, un professeur, un enseignant qui animait le samedi matin le groupe amateur de théâtre, et il m'a vu dans un couloir et il m'a dit toi tu viens samedi. Et moi j'ai dit faire quoi? On fait du théâtre le samedi matin, tu vas venir, il y a les auditions, on a passé les auditions, tu vas venir, t'es choisi. Moi j'ai dit j'ai pas passé d'audition. Non, mais t'es trop seul et trop silencieux dans le couloir, tu vas venir samedi. Et voilà. Et pour moi, encore aujourd'hui, je fais du théâtre pour ne pas être seul. Et quand il y a des définitions de théâtre qui me sont demandées, je me rappelle de ce jour-là quand j'avais 14 ans et j'essaie de raconter cette histoire le plus possible parce que je pense que en fait, elle n'est pas très sophistiquée en tant que pensée. Oui, même en tant qu'action, c'est assez simple en fait. Oui, et en même temps, elle est très au centre de beaucoup des lectures théoriques que je trouve le plus intéressantes en théâtre. Et si on fait l'archéologie de tout ça, finalement, on le fait pour ne pas être seul. Beaucoup d'entre nous faisons du théâtre pour ne pas être seul, même seul dans l'art. Je pense que la collectivité présentielle du théâtre, c'est encore la chose définitive. Raison pour laquelle je pense que le numérique est un outil énorme de démocratisation, mais pas la chose en soi. La chose en soi absolument révolutionnaire encore aujourd'hui, bouleversante, qui peut transformer une vie, c'est qu'on se rencontre avec des inconnus dans une salle. Oui, c'est ça qui est beau. Ou ailleurs. Ou ailleurs. Mais on se rencontre dans un espace. On le partage. Même quand c'est pourri, c'est absolument génial. Oui, oui, puis c'est des lieux de réaction aussi. Ouais.
La possibilité de le vivre ensemble, la possibilité que ça se passe mal, le rappel qu'il y a des choses dans la vie qui sont impossibles à reproduire une deuxième fois, le rappel de l'éphémère, de la fugacité, ça se dit en français, fugacité de la vie et de l'art. Moi, ça m'intéresse énormément, surtout dans une époque où on est tellement conscient du trésor du temps. Et j'ai une question un petit peu plus sur vous, un peu plus intime, mais pour préparer cette interview, j'ai beaucoup écouté des émissions de radio où vous parliez, je vous ai beaucoup lu, et je me disais que vous attiriez quand même beaucoup la sympathie. Vous avez l'air d'être très sympathique, et d'ailleurs je le partage encore là. C'est juste une stratégie pour des interviews, ça. C'est possible, ouais. En tout cas ça marche. Et je me demandais, je me disais aussi qu'en fait il y avait quelque chose d'assez joyeux chez vous. Et je me demandais si vous étiez quelqu'un de joyeux. Je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ça. Moi, je trouve la joie en valeur intime, mais aussi politique. Oui. Il y a quelque chose, je trouve précieux dans le texte de la déclaration de l'indépendance des États-Unis. La poursuite du bonheur, the pursuit of happiness, comme avec la liberté, un des valeurs, la liberté, la vie et the pursuit of happiness, poursuivre le bonheur. Je pense qu'il y a une dimension politique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension artistique, aussi émotionnelle, intime. Voilà, je ne sais pas si je suis heureux, voilà, mais j'attache énormément d'importance à la joie. Oui, la mienne et celle des autres. Le fait d'être heureux, c'est plutôt quelque chose d'assez intime et personnel, mais la joie, ça a cette capacité de partage aussi. Et je trouve qu'autour de vous, et aussi de ce que vous avez fait du Festival d'Avignon, en tout cas pour cette première édition, c'est ce qui en ressort, quelque chose d'assez joyeux. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des techniciens qui reviennent d'Avignon, là, et c'est vraiment la joie. Ils m'ont parlé du discours que vous avez fait aux bénévoles et à tous ceux qui travaillaient pour le festival. Et ils ont été très touchés et embarqués par une forme de joie. Quand on dirige un projet, normalement, c'est pas qu'on est très fort en faisant quelque chose, c'est qu'on est un peu fort en créant l'atmosphère pour que les gens qui font bien les choses peuvent le faire et être le plus heureuse possible en le faisant et au service d'une mission qui voilà, plus large que un de nous, quelque chose qu'on ressent qui appartient à plus de monde. Et au Festival d'Avignon, c'est vrai que j'ai parlé pas mal de la question de la joie, parce que je pense qu'on parlait de la question, on parlait de le risque de l'entre-soi. Et je pense qu'un autre risque dans les arts vivants, parfois, c'est que la professionnalisation qui, par exemple, en France, est absolument extraordinaire. Et bravo pour ces derniers 70 ans de décentralisation et démocratisation culturelle, parce que il faut vraiment continuer à se battre pour cette idée, je ne sais pas réalité, mais cette idée d'exception culturelle qui défend la France, parce qu'elle place la culture et la création au centre de la démocratie, mais elle génère aussi un système, une professionnalisation où très vite nous nous oublions que la création artistique est aussi une forme de divergence, de transgression, de dissensus, juste dans la société, ne peut pas être complètement cadrée dans un tableau Excel, même si j'aime bien les tableaux Excel et l'organisation, mais ça ne peut pas être une prison, de la même façon que cette professionnalisation, la quantité de sollicitations, de mails, de cadrage, etc., d'outils, de logiciels, ne peut pas devenir la chose en soi. L'efficacité, la productivité qui peuvent exister si elles sont utiles à la création dans le système culturel ne sont pas en but en soi. S'il y a des secteurs d'activité humaine où l'efficacité n'est pas le but en soi, c'est la création artistique. Il y a une utilité de l'inutile dans la création artistique, et notamment les arts vivants, pour laquelle on doit se battre
parce que c'est de là qu'on vient, c'est vers là qu'on va, et c'est ça qu'on peut offrir. Et alors, parfois, je rappelle les gens encore une fois, de choses essentielles, parce que je les trouve essentielles et j'essaie de le partager. Un festival, c'est une fête estivale, c'est une fête en été. Et nous, on a le droit à faire la fête. Politiquement, on doit continuer à défendre la possibilité de la fête, et de la fête autour des arts vivants en plus. Et défendre ça, pour le défendre, il faut savoir en profiter. Il faut avoir de la joie, il faut avoir du plaisir. Il faut avoir du plaisir même quand on sait qu'on est en train de regarder un spectacle qui nous trouble, qui nous blesse, qui parle de réalités extrêmement difficiles. Mais moi, je ne peux pas éviter de dire qu'en regardant la création de Carolina Bianchi qui parle de féminicide, qui touche quelques des dimensions les plus abjectes de l'être humain aujourd'hui, j'ai aussi eu la joie de pouvoir être à côté de cet artiste, la découvrir, la partager avec d'autres, discuter de son travail, être troublé ensemble avec d'autres, être presque dégoûté par la réalité qui est montrée et en même temps fasciné par la maîtrise de la performance qu'elle nous propose et par le risque qu'elle prend et par la façon dont elle nous trouble et nous retire, nous déplace de nos habitudes de spectatrices et spectateurs. Et là, il y a une profonde joie. Je veux célébrer ça aussi. Je pense qu'un festival sert peut-être plus qu'une maison avec une programmation. En festival, cette concentration, cette fièvre, ah ouais, elle a besoin de fête. Et dans ce sens-là, on ne peut pas laisser transformer la fête en produit aliéné, aveugle aux injustices du monde, où la fête veut dire je m'en fiche. Pas du tout. La fête. C'est pas un lâcher prise. Ouais, bah, le moment de la fête a toujours eu en soi une certaine charge de réponse au monde, réponse aux tragédies, réponse à la difficulté. Et je pense qu'un festival comme Avignon ne peut pas oublier qu'il y a du plaisir à trouver. Il faut être bénéficiaire de cette joie qu'une fête peut produire. Et nous, les premiers qui le faisons. Alors, cette idée de parler, par exemple, à toute l'équipe, aux gardiens, à la billetterie, aux techniciens, etc., et de les rappeler que la joie fait partie de notre mission, je pense que ça soulage un peu, parce que ça a l'air d'une blague. Et en même temps, c'était pris au sérieux. Ouais, et en même temps, c'était pris comme presque, l'idée de consacrer la joie comme une partie de notre mission. Ouais, ça, je trouve intéressant et au moins cet été, ça a plutôt bien marché, j'ai la sensation. J'aurais aimé savoir si vous aviez quelque chose à nous réciter par cœur, quelque chose là qui vous vient. Bon, vous l'avez fait en début d'entretien pour nos tests. Ah, j'ai une chose géniale. Mais, allez-y. Parce qu'elle raconte mon histoire avec cette salle-là. Ah bah, allez-y. C'était dans cette salle que j'ai joué en français. En France, mais en français, la première fois de ma vie, en 2001. Avec les TG Stan ? Avec les TG Stan, les Antigones. Et les premiers mots que j'ai dit dans cette salle et qui ont inauguré, disons, mon histoire depuis 22 ans avec des mots dits en français à des Français, c'est du Cocteau, c'est la version de Cocteau de Sophocle. C'est le garde qui arrive pour dire à Créon que quelqu'un a découvert le corps de Polynice et dit « Prince, je ne peux pas dire que je vole vers toi, ça non, je me suis souvent arrêté en route, n'y va pas, mais d'autre part, si Créon se renseigne ailleurs, tu risques davantage. La route est courte, mais la route était longue. Bref, je n'ai rien de bon à t'apprendre. » Merci. Je t'en prie. Merci.